Some of them very likely have planets, and therefore I can imagine civilizations immensely beyond the capabilities of our own. NASA just announced the discovery of 500 new planets. They're all orbiting other stars. Notre place dans l'univers est relativement calme. Nous avons une étoile moyenne autour de laquelle gravitent 8 planètes, dont la nôtre. Pour chaque grain de sable sur Terre, il y a 10 000 étoiles dans le ciel. Pour être exact, ou presque, il y a entre 10 puissance 22 et 10 puissance 24 étoiles au total. Disons que 5% de ces étoiles sont comme notre Soleil. Il reste donc 500 milliards d'étoiles semblables au Soleil. D'accord, cool. Alors disons qu'une étoile sur 5 possède une planète dans la zone boucle d'or, une région autour d'une étoile qui permet à l'eau liquide, et à la vie telle que nous la connaissons, d'exister. Il reste donc 100 milliards de planètes semblables à la Terre. Bon d'accord, sur ces planètes, disons qu'1% d'entre elles voient apparaître la vie. Alors, chaque grain de sable sur Terre représenterait alors une exoplanète semblable à la Terre avec une vie potentielle. Si l'on fait ce calcul, la Voie lactée compte environ 100 milliards d'étoiles. Ce qui signifie qu'il y a plus d'1 milliard de planètes semblables à la Terre dans notre seule galaxie. Si 1% de ces planètes sont porteuses de vie, il est possible qu'il y ait entre 100 000 et 1 million de civilisations quelque part dans notre galaxie. Le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche ces signaux depuis des décennies. Mais parmi toutes ces civilisations possibles, nous n'avons reçu aucune réponse. Alors, où sont-ils tous ? Le paradoxe de Fermi répond exactement à cette question. S'il y a tant d'étoiles et de planètes semblables à la Terre, pourquoi ne les avons-nous pas encore trouvées ? Ou pourquoi ne nous ont-elles pas trouvées ? Les planètes sont en fait très répandues dans l'univers. Au cours des 2 dernières années, notre connaissance des exoplanètes habitables, des planètes comme la Terre qui existent en dehors de notre système solaire, ont considérablement augmenté. Nous connaissons aujourd'hui environ 3800 exoplanètes, dont certaines pourraient abriter la vie. Le système TRAPPIST-1 compterait 7 planètes habitables en orbite autour d'une étoile de la taille de Jupiter. Ces mondes sont rocheux, ils ont de l'eau, la Terre leur ressemble. S'il existe toutes ces planètes comme la Terre qui pourraient abriter la vie, pourquoi n'a-t-on pas détecté au moins une autre civilisation que la nôtre ? Même si nous continuons à chercher la vie tous les jours, nous faisons comme si elle existait déjà depuis des décennies. Par exemple, lorsque nous sommes allés pour la première fois sur la Lune, les astronautes n'ont pas pu participer à des conférences de presse, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils ont été enfermés en quarantaine pendant des semaines. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que s'il y avait de la vie sur la Lune, pas de la vie développée, mais des bactéries et des microbes, cela pourrait constituer une menace sérieuse pour la vie sur notre planète et potentiellement nous faire disparaître de la surface de la Terre. Non, je vous jure. C'était une question suffisamment sérieuse pour que cette pratique soit maintenue tout au long du programme Apollo, jusqu'à Apollo 15, quand nous avons réalisé que nous étions en bonne santé. Mais cela ne tient pas compte de la contamination d'autres lunes ou planètes par les humains. Il y a littéralement des milliers de kilos de déchets qui traînent sur la Lune. Bien que cela soit peu probable, il est possible que ces objets contiennent des bactéries capables de vivre dans ces conditions et que nous ayons fourni à la Lune ses premières formes de vie. C'est précisément pour cette raison que nous envoyons des satellites dans l'atmosphère des planètes, pour les brûler une fois que nous en avons fini avec eux, pour nous empêcher de nous répandre là où nous ne devrions pas être. Aussi mauvais que cela puisse paraître, toutes les prédictions que nous avons faites sur l'univers dans le passé se sont révélées fausses d'une manière ou d'une autre. Il y a eu environ 100 milliards de personnes au cours de l'existence de l'humanité. Presque tous sont mortes sans savoir ce qu'étaient les planètes, ce qu'est ou ce qu'était l'univers. 99% de toutes les espèces de la Terre sont déjà mortes. Serons-nous les prochains ? Il y a des centaines d'années, nous croyions en une théorie géocentrique et pensions que tout dans l'univers tournait autour de nous. Nous pensions que la Terre était plate, mais nous savons aujourd'hui que ces choses sont loin d'être vraies. Au vu de nos antécédents, il serait donc stupide de penser que nous sommes la seule forme de vie dans l'univers. Frank Drake pensait la même chose. Il pensait qu'il était absolument impossible que nous soyons seuls dans l'univers. Il doit y avoir un moyen de calculer où se trouve tout le monde, n'est-ce pas ? Cette simple question a donné naissance à ce que l'on appelle l'équation de Drake. Discovery Houston, 20 seconds to LOS. Roger, 0G, I feel fine. Capsule is turning around. L'équation de Drake décompose toutes les étapes et conditions nécessaires à l'existence et au développement d'une civilisation à l'échelle galactique, ce qui nous permet de la détecter. Elle décompose la recherche étape par étape, et à la fin, il nous reste le nombre de civilisations qui attendent d'être trouvées.
c'est l'équation de Drake. En une seule ligne, 7 variables, multipliées ensemble, nous permettent de mesurer le nombre de civilisations qui pourraient exister dans notre galaxie à cet instant précis. Il s'agit d'une façon concrète de calculer ce que nous avons fait au début de la vidéo, et il y a des termes pour chaque étape. C'est un peu intimidant, mais je vais vous expliquer. N est le nombre de civilisations dans notre galaxie avec lesquelles nous avons une chance de parler. C'est ce que nous essayons de comprendre. Notre étoile est le taux moyen de formation d'étoiles dans notre galaxie. Nous ne connaissons pas le nombre exact d'étoiles qui se forment chaque année, mais nous connaissons le nombre de masses solaires qui se forment chaque année. Elle est d'environ 3. Ainsi, chaque année, environ 3 étoiles de taille moyenne se forment. Heureusement, notre Soleil est une étoile plutôt moyenne, ce qui permet de bien l'observer. Il peut s'agir d'une énorme étoile ou de 10 étoiles plus petites. Nous ne le savons pas avec certitude, mais ce terme de l'équation est celui dont nous sommes le plus sûrs. F sub p est la fraction de ces étoiles qui ont des planètes. Ce chiffre n'est pas certain, mais certaines personnes ont estimé qu'il se situait entre 10 et 50%. Ce n'est pas très précis, mais c'est un début. N sub e est le nombre moyen de planètes susceptibles d'abriter la vie. Donc, premièrement, nous trouvons les étoiles, ensuite, nous trouvons les planètes, et enfin, nous trouvons celles qui pourraient abriter la vie. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, environ une étoile sur 5 possède une planète dans la zone habitable, donc le résultat est assez sûr aussi. C'est avec F sub L que les choses commencent à se gâter. F sub L est la fraction de planètes qui développent effectivement la vie à un moment ou à un autre. Nos données sur la vie sont très limitées, et par très limitées, je veux dire nous. Nous disposons d'informations sur la vie pour une seule planète sur les milliards de planètes qui existent dans le ciel. Nous ne nous basons que sur les données dont nous disposons. Et si la vie extraterrestre ne fonctionnait pas du tout de la même manière que nous? Il est possible, et je pense que c'est assez probable, que la vie au-delà de la Terre n'ait pas besoin d'eau, d'oxygène ou de soleil. Elle n'est pas obligée de fonctionner comme l'être humain. Il y a des billions de planètes dans l'univers, avec des billions de conditions de vie différentes. Il est donc juste de supposer qu'il y a des trillions de circonstances qui permettent à des êtres extraterrestres de survivre. F sub L est donc difficile à déterminer. F sub I est la fraction de planètes avec de la vie qui peuvent effectivement former des civilisations comme la nôtre. Là encore, nos données sont limitées à nous et à nous seuls. Si nous vivons sur une planète ordinaire dans une galaxie ordinaire autour d'une étoile ordinaire, comment pourrions-nous avoir eu la chance d'être la seule vie à exister? Si tout ce qui nous entoure est moyen, pourquoi cette anomalie qu'est la vie est-elle apparue ici? Ou peut-être que la vie n'est pas une anomalie, mais que c'est la vie intelligente qu'il est. Une vie capable de poser des questions telles que « sommes-nous seuls ?» De toutes les espèces présentes sur Terre, nous, les humains, sommes les seuls à avoir développé un langage. Les méthodes de communication des extraterrestres ne sont peut-être même pas imaginables pour nous. Il se peut même qu'ils n'aient pas de langage, qu'ils ne recueillent pas d'informations visuellement ou par le biais de nos sens, ou même n'avoir aucun moyen de transmettre des informations à d'autres espèces que la leur. C'est comme si les humains essayaient de comprendre et de parler la baleine. Je ne sais pas faire et je ne connais personne d'autre qui ait cette connaissance. La même logique peut s'appliquer aux êtres extraterrestres et à leur mode de communication. Combien d'autres formes de vie sur Terre disposent de moyens de communication verbale en dehors de nous? Lorsque nous découvrons des langues anciennes, nous disposons de moyens pour les déchiffrer. Nous avons des moyens de faire des liens avec d'autres langues, nous savons comment les phrases sont structurées de différentes manières. Avec les langues extraterrestres, nous ne pouvons nous référer à rien. Nous pouvons évidemment regarder nos propres langues, bien sûr, mais tenter de comprendre des civilisations entières aux antipodes de la galaxie avec notre langage humain semble contre-intuitif. F sub c est la fraction de civilisations qui développent une technologie détectable. Encore une fois, nous sommes le seul exemple de ce type de technologie. Supposons que la Terre ait été créée il y a 1 an. Les humains n'auraient alors qu'une dizaine de minutes. La révolution industrielle n'aurait eu lieu qu'il y a 2 secondes. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu aucun moyen d'envisager un contact avec une vie extraterrestre. C'est très récent. Nous émettons des ondes radio dans l'espace depuis une centaine d'années, mais l'humanité existe depuis 1 million d'années. Sur l'ensemble de notre existence, nous n'avons pu entrer en contact avec des extraterrestres qu'à 0,0001% de ce laps de temps. N'oubliez pas non plus que les ondes radio sont le seul moyen que nous ayons essayé jusqu'à présent. Dans 100 ou 200 ans, nous pourrions trouver un autre moyen d'entrer en contact avec la vie extraterrestre qui fonctionnerait des millions de fois mieux que les ondes radio. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas reçu de réponse. Ce serait comme essayer de parler à quelqu'un à l'autre bout du monde par pigeon voyageur alors que tout le monde utilise Internet. Vous auriez l'air stupide. Nous nous attendons à ce que toutes les civilisations utilisent le même type de technologie que nous. Le seul problème, c'est que nous sommes soit les premiers à disposer d'une technologie à notre échelle, soit nous avons pris du retard et tous ceux qui nous précèdent sont de plus en plus avancés. Cependant, s'ils sont capables de détecter nos ondes radio, ils les ont peut-être déjà trouvées. Le dernier terme de l'équation de Drake est L. Il indique la durée de vie d'une civilisation.
Ils représentent le temps qu'il nous reste pour être trouvés avant qu'il ne soit trop tard. Les civilisations extraterrestres peuvent envoyer des signaux pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, s'autodétruisent, ou trouvent un meilleur mode de vie, une vie dans une simulation peut-être. Plus la durée est longue, plus la civilisation est avancée. L'échelle de Kardashev est très utile à cet égard. Tout d'abord, une civilisation doit trouver un moyen de prendre le contrôle de sa planète. C'est ce qu'on appelle une civilisation de type 1. Nous n'en sommes plus très loin, nous en sommes environ à 0Y72. Une civilisation de type 2 est capable d'exploiter la puissance de son étoile haute. Plus on est loin d'une étoile, moins on en tire d'énergie. C'est logique. La Terre ne reçoit qu'un milliardième de % de l'énergie du Soleil à chaque instant. De nombreuses structures ont été proposées pour exploiter d'une manière ou d'une autre l'énergie du Soleil, mais nous n'y parviendrons pas avant très très longtemps. Le troisième stade d'une civilisation est, vous l'avez deviné, une civilisation de type 3. Cette civilisation a conquis la galaxie et a accès à toutes les planètes. Mais à notre connaissance, aucune de ces civilisations n'est possible à détecter, et cela n'a pas de sens. L'univers a 13 800 millions d'années. La Terre n'existe que depuis un tiers de cette période. Il y a eu au moins 5 milliards d'années avant la naissance de la Terre, ce qui aurait pu permettre à des civilisations de s'élever et de s'effondrer. Pourtant, nous ne voyons rien. Si vous pouviez construire un appareil, un énorme vaisseau, capable de voyager à 10% de la vitesse de la lumière, vous pourriez traverser la galaxie en 600 000 ans. Je sais, cela semble long, mais comparé à l'âge de la Voie lactée, qui est d'au moins 10 milliards d'années, 600 000 ans, ce n'est rien du tout. Il suffit qu'une seule espèce soit capable de le faire pour couvrir toute la galaxie. Si c'est si facile, pourquoi ne l'avons-nous pas encore vu? Cela dit, c'est peut-être une bonne chose. Cela signifierait que le grand filtre est devant nous. Il y a peut-être d'autres formes de vie dans l'univers, mais il y a des obstacles que nous devons tous franchir. La théorie du grand filtre l'explique très bien. Imaginez qu'il y ait 1 million de civilisations dans la Voie lactée, mais qu'elles ne puissent pas toutes prospérer au point de prendre le contrôle de la galaxie. Des obstacles se dressent sur leur chemin. Ces obstacles sont des éléments que les nouvelles formes de vie et civilisation doivent surmonter. La première barrière pourrait être la vie multicellulaire, et c'est peut-être une barrière facile à franchir. Bon, la barrière suivante, c'est la capacité d'avoir des pensées et une conscience. Ensuite, nous devrons peut-être comprendre la technologie de base. D'accord, c'est très bien, nous sommes bons dans ce domaine. Ensuite, découvrir le voyage dans le temps. D'accord, ce n'est pas si facile, nous sommes un peu coincés. Il y a des choses qui nous empêchent de progresser, d'aller de l'avant et de devenir une civilisation galactique. Mais on ne sait pas ce que ces choses sont. Il y a des centaines de milliards de planètes dans la Voie lactée, mais quand on cherche d'autres formes de vie, il n'y a rien. Où tout cela se trouve-t-il? La théorie du grand filtre montre qu'une espèce doit franchir certaines étapes avant de prendre le contrôle de sa planète, de son système solaire, de sa galaxie, et ainsi de suite, comme le suggère l'échelle de Kardashev. Un ou peut-être plusieurs de ces filtres sont extrêmement difficiles, voire impossibles à franchir. La question est de savoir si nous avons déjà franchi cette barrière, ou si elle se trouve devant nous. Si elle est derrière nous, alors c'est bien, nous avons franchi une étape presque impossible dans la construction d'une civilisation, et nous sommes peut-être l'une des premières civilisations avancées de l'univers, voire la première. Si elle est devant nous, nous avons du pain sur la planche. Pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, le destin de la planète était tributaire d'événements que les humains ne pouvaient pas contrôler, par exemple de gros astéroïdes qui éliminaient la planète de ses habitants. Mais aujourd'hui, et en fait seulement au cours des 80 dernières années, nous avons mis au point une technologie capable de mettre fin à la civilisation humaine en un rien de temps. Nous travaillons sur l'intelligence artificielle qui mènera ensuite à l'intelligence artificielle super intelligente. Ce sont là quelques-uns des obstacles que nous devons franchir, et c'est peut-être là que de nombreuses civilisations échouent. Si nous trouvons une civilisation avancée qui est morte en cours de progression, alors le grand filtre est devant nous, et ce n'est pas bon. Le grand filtre est un défi qui anéantit presque toutes les espèces qui le rencontrent. Ce n'est pas seulement un défi qui tue 99% d'une population, qui leur donnerait une chance de repousser et de reconquérir cette barrière. Cela tuerait 100% de toutes les civilisations qui ont existé, et ne laisserait aucune chance de réparation, comme pour beaucoup d'autres choses que les gens croient plus fortes qu'eux, comme les IA super intelligentes ou les extraterrestres, beaucoup de gens ont tendance à les craindre. Historiquement, chaque fois qu'une espèce ou une civilisation plus forte ou, dans l'intérêt de l'avenir, une technologie est apparue, cela a presque toujours eu pour conséquence l'anéantissement de la partie la plus faible. Par exemple, les sapiens et les néandertaliens ou, plus récemment, la découverte de l'Amérique du Nord. Il s'agit peut-être de la nature humaine, mais d'après ce que nous savons du passé, le premier contact avec des extraterrestres pourrait être la chose la plus dangereuse à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. Une question très importante se pose ici. Si nous recevons des nouvelles d'une autre civilisation, devrions-nous leur faire savoir que nous l'avons entendu? La moitié futuriste de mon esprit répond oui, bien sûr.
mais l'autre moitié de moi dit peut-être que non. C'est peut-être exactement ce que font les civilisations extraterrestres en ce moment même. Il est possible qu'elles nous aient déjà détectés, mais qu'au lieu de réagir, elles observent et attendent patiemment. Il est possible que des espèces extraterrestres avancées nous observent simplement pour voir comment nous progressons, comme une expérience scientifique, mais à une échelle galactique. Lorsque vous construisez ou observez quelque chose ou quelqu'un qui pourrait être plusieurs fois plus puissant que vous devez être prudent. Vous devez observer et garder un œil attentif sur la façon dont cela progresse. L'IA pourrait nous aider à coloniser la galaxie et à rencontrer d'autres formes de vie, mais elle pourrait aussi provoquer l'extinction de notre espèce. Que se passera-t-il si une IA super intelligente considère la vie extraterrestre comme une menace et tente de l'éliminer? Elle échouera probablement, et c'est l'un des pires scénarios pour nous. L'une de nos propres créations, peut-être notre meilleure création, est la cause de l'extinction de notre espèce. Mais dans le cas de l'IA que nous développons sur notre propre planète, si elle devient trop puissante, nous l'éteindrons, pas vrai? Les civilisations de type 3 font peut-être la même chose avec nous. Elles nous observent peut-être pour voir comment d'autres formes de vie dans l'univers deviennent puissantes. Et si nous atteignons ce point de basculement, quel qu'il soit, elles peuvent décider de mettre fin à leur expérience. Cela semble insensé, mais c'est ce que nous faisons ici, sur Terre. Il y a des parties de la Terre que nous pourrions habiter, mais nous ne le faisons pas parce que ce n'est pas pratique pour nous. L'exemple le plus frappant est l'Antarctique. C'est un continent entier que nous ne colonisons pas parce que ce n'est pas pratique. Il est glacial et n'est franchement pas adapté à la vie. C'est peut-être ainsi que les civilisations extraterrestres voient la Terre. Elles nous ont peut-être trouvés, se sont dit que nous n'étions pas spéciaux et sont passées à autre chose. Pour autant que nous le sachions, nous avons peut-être déjà reçu la visite d'extraterrestres, mais pas récemment. Avec tout le temps qui s'est écoulé avant la formation de la Terre et qui a permis à des civilisations de se former, il est possible qu'une ou plusieurs de ces civilisations soient tombées sur la Terre à ses débuts, alors qu'il n'y avait pas de vie. L'homme moderne n'existe que depuis 50 000 à 100 000 ans. 100 000 ans sur 4 milliards et demi, ce n'est pratiquement rien. Dans une galaxie entière, il y a forcément des endroits qui ne valent pas la peine d'être colonisés. Pourquoi perdre du temps et des ressources à coloniser une planète qui ne vous apportera aucun avantage? Les extraterrestres ne viendraient pas sur Terre sans raison, qu'elle soit bonne ou mauvaise. L'équation de Drake n'est rien d'autre qu'une équation. Les termes, principalement les 4 derniers, sont au mieux des suppositions éclairées. C'est tout ce que l'on peut faire lorsqu'on essaie de répondre à une question de cette ampleur. Il pourrait y avoir beaucoup plus de civilisations que nous ne le pensons. Ou peut-être sommes-nous les seuls. Si l'une des valeurs de l'équation de Drake est égale à 0, c'est fini. Nous sommes seuls. De nombreux calculs ont été effectués à partir de l'équation de Drake, et tout dépend du degré de pessimisme ou d'optimisme que l'on a à l'égard de l'avenir. On a calculé qu'il y avait quelques millions de civilisations dans notre galaxie, et on a calculé que nous étions seuls. Et pour l'instant, les deux ont de la valeur. Enrico Fermi a posé l'une des questions les plus importantes que l'homme ait jamais posées, mais en même temps, Fermi a aussi été un pionnier dans la création d'armes nucléaires. L'espèce qui pourrait habiter toute la galaxie est aussi celle qui est capable de s'anéantir presque complètement en un instant. Nous recherchons chaque jour des signaux d'autres civilisations. Nous recherchons des technosignatures, des signes d'ingénierie, des choses qui n'apparaissent pas couramment dans la nature, comme les lumières des villes depuis l'espace. Nous les recherchons dans d'autres coins de la galaxie. Nous étudions les biosignatures dans l'atmosphère des exoplanètes pour trouver des éléments susceptibles d'indiquer que la vie pourrait exister. Nous avons envoyé des ondes radio dans l'espoir de trouver des extraterrestres. En 1974, Frank Drake lui-même a envoyé le message Arecibo à l'amas d'étoiles M13. Il s'agit d'une chaîne d'informations décrivant l'humanité dans l'espoir que quelqu'un ou quelque chose la trouve. Nous envoyons des satellites, tels que les vaisseaux voyageurs, avec des instructions spécifiques sur qui nous sommes, ce que nous sommes et où nous sommes. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver une vie extraterrestre, tout en leur donnant toutes les informations dont ils ont besoin pour nous trouver. Nous voulons tellement ne pas être les seuls dans l'univers que nous n'envisageons même pas les conséquences possibles du fait que nous ne soyons pas seuls. Avons-nous terminé ou commençons-nous à peine? Je pense que la meilleure question est de savoir si nous sommes plus proches du début ou de la fin de l'existence humaine. Il n'y a qu'une quantité limitée d'espace sur Terre pour la vie, et il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons aller. Quoi qu'il en soit, l'horloge tourne. Le temps joue contre nous, et je ne veux pas être là pour voir ce qui se passera lorsque l'horloge atteindra 0.